Commissaire Keïta, colonel Ndaw. Vous savez, j'étais l'un des premiers à dire au lendemain des déclarations du commissaire Keïta, de dire que l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, devrait prendre ses responsabilités. Parce qu'en tant que président de l'Assemblée nationale, je pense que la chose qui s'imposait, c'est de convoquer le commissaire, de mettre sur pied une enquête, et puis quand même rentrer dans les détails de la chose. Parce que le peuple a besoin de savoir. C'était la police il y a quelques mois. Maintenant, nous avons l'affaire du colonel. Et je pense que, loin maintenant de diaboliser ces personnes, je pense que c'est l'occasion quand même de poser un débat, de bien approfondir les choses. Parce que, si vous disiez, j'ai commencé à lire le livre du colonel, je ne l'ai pas encore terminé, mais je suis très loin dans la lecture, mais ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons quand je lis ça, parce que c'est les fondements même de notre République qui sont en danger. Alors, vraiment, ça fait peur. Donc, je pense que le président de la République, le Parlement, ils ont pour obligation, maintenant, ils ont l'obligation de convoquer quand même une commission d'enquête pour pouvoir vraiment tirer clair dans cette affaire-là, parce que c'est très dangereux. Effectivement, donc question sécurité, on a des problèmes, on a parlé des institutions qui ont des problèmes, économiques aussi. Il y a des problèmes parce que le taux du chômage qui augmente. Moi je sais qu'il vous parle de chef d'entreprise, donc le nombre de CV posés pour juste demander un stage qui pose problème dans ce pays-là. Comment vous analysez cette situation-là? Vous savez, je suis l'un des... Là encore, j'ai toujours été sceptique. Quand le président... alors candidat Macky Sall avait amené son Yoonu Yokkute, ce que je l'avais dit, Doudem. Parce que c'était seulement une litanie de vœux, tu vois, pieux, quoi. Parce qu'il n'avait pas vraiment posé vraiment une théorie économique ou bien un système économique qui allait pouvoir nous sortir de ça. Parce que si vous prenez par exemple un exemple, il avait promis par exemple 100 000 emplois par année. Mais nous tous, nous savions, ou bien ceux qui étaient avisés en ce moment-là savaient que le tissu industriel sénégalais ne pouvait pas absorber 100 000 emplois par année. Ça, il ne fallait pas être un économiste ou quoi pour comprendre ça. Bon, si le candidat Macky Sall c'était entité de dire que non, il va créer 100 000 emplois, donc vraiment, ça me laissait sceptique. Bon, nous sommes venus avec le Yoonu Yokkute, et quelques mois après, ou une année après, il nous amène le plan Sénégal émergent. Et parce que, vous savez, le développement, ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas aussi facile. Tu vois, je pense que il faut poser des actes, il faut bien analyser la situation, et puis poser quand même des actes qui répondent aux problèmes que nous sommes en train de faire face. Et ça, Macky Sall ne le fait pas. Je pense que Macky est venu sans une vision. Ah, absolument pas. Il n'a pas une vision économique de la chose, et c'est du Et comment se fait-il, M. Sylla, que Macky qui vient sans vision et que les Sénégalais l'ont élu? Comment vous analysez cette situation? Comment se fait-il que voilà, c'était Macky en fait, par rapport à ce que vous dites, à ce qu'on constate aujourd'hui, ce que vous le dites, mais c'est que la situation elle est difficile. Mais comment se fait-il que le choix s'est porté sur Macky finalement? Pourquoi? Je pense qu'il y a toute une série de facteurs, de circonstances quand même positives pour Macky, qui se sont accumulées et puis qui ont abouti à ça. Et puis, il y faut pas oublier que quand même, vers la fin du mandat de Wade, quand même, il y avait une certaine dérive. Et que les Sénégalais avaient vraiment en avaient marre, et que vraiment, ils voulaient avoir coûte que coûte un changement. Parce que Wade et son groupe, quand même, en ce moment, commençaient vraiment à dérailler. Ils avaient déraillé, et puis ils étaient à un point où vraiment tout le monde avait peur pour la République. Donc je pense que c'est surtout ça qui a favorisé l'émergence de Macky. En plus du fait que dans l'opposition, il n'y avait personne qui pouvait vraiment se détacher du lot. Et je pense que ce sont les circonstances qui ont favorisé l'émergence de Macky. Mais je ne pense pas que ça soit sur la base d'un programme vraiment solide. Non, Macky ne l'a pas, et il ne l'a jamais, il ne l'avait pas, et il ne l'a pas encore.
Et si aujourd'hui, si vous avez un conseil à faire, c'est vrai qu'il reste 2 ans, il lui reste 2 ans, enfin après ça dépend de si c'est 2 ans, ça dépend de, voilà, des humeurs de Macky ou peut-être de Marème Faye, il faut voir. Les 2 ans, c'est pas. Mais c'est moi qui l'ai dit. Voilà, d'accord. Donc, mais ce que je voulais savoir par rapport à ça, c'est qu'il lui reste 2 ans ou 3 ans, mais si vous devez le conseiller à essayer de changer pour se rattraper ou essayer de sauver un peu l'avenir. Mon conseil est très simple. Vous avez été élu pour améliorer la qualité de vie des Sénégalais. Donc, attelez-vous à améliorer la qualité de vie des Sénégalais. Et comment, par exemple, si vous étiez à sa place aujourd'hui au moment, comment, par exemple? Comment? Parce qu'il faut... Si vous regardez le taux de chômage aujourd'hui, ça ne va pas. Bon, je pense que quand même qu'il faut une nouvelle politique d'emploi pour les jeunes. Et ça, je l'ai dit, ce n'est pas des emplois des jeunes pour paver les rues ou qui vont... Non, ça ne sont pas des emplois. Mais il faut vraiment une véritable politique d'emploi qui est basée vraiment sur des données quand même très fiables. Parce que j'ai regardé le truc du plan Sénégal émergent. Quand le document qu'ils ont donné aux investisseurs à Paris, par exemple, ils ont fait une analyse de la situation du chômage au Sénégal. Ils disent que de 2013 jusqu'en 2017, ils ont quantifié le nombre de chômage à 557 000 chômeurs. Et bon, pour qui connaît le Sénégal, d'une manière empirique seulement, vous savez que ça, ça tient pas debout. Bon, moi, en tant que scientifique, si l'hypothèse de départ est fausse, je ne regarde pas le résultat. Donc, tout ce qu'ils ont mis dans ce mémorandum-là, pratiquement, je pense que quand même, il ne faut pas s'attendre aux résultats qu'ils ont annoncés parce que l'hypothèse de départ est fausse. Bon, nous, ce que nous pensons pour la politique d'emploi, il faut que l'État comprenne quelque chose. Que l'État n'a pas pour vocation de créer des emplois. C'est le secteur privé qui doit créer des emplois. Mais pour ça, il faut que l'État aussi aide le secteur privé à être en mesure de créer des emplois. Et c'est ça le problème actuellement des gouvernements qui se sont succédés au Sénégal. Parce que la fonction publique ne peut pas créer des emplois. La fonction publique a pour vocation d'offrir un service public. Maintenant, la création d'emplois, c'est le secteur privé, c'est le patronat. Et il faut les mettre dans des conditions. Et ces conditions, ça ne veut pas dire seulement, bon, voilà, bon, nous les soutenons de la bouche. Non, il faut mettre de véritables mesures qui vont permettre au privé de décoller. C'est-à-dire, une des méthodes que nous suggérons, par exemple, c'est qu'il faut que l'État quand même crée une série de start-up dans des domaines stratégiques. Et puis, les administrer, comme dans le privé, jusqu'à un niveau où vraiment ils ont atteint une certaine maturité, et puis le vendre ça aux privés sénégalais qui vont prendre la relève et maintenant continuer cette politique de création d'emplois. Mais l'État ne peut pas créer des emplois. Cette méthode a été expérimentée en Chine. Moi-même, j'ai travaillé avec beaucoup de startups en Chine qui sont devenus des géants aujourd'hui. J'ai travaillé avec des gars comme Lenovo quand ils étaient encore à des états vraiment, à des niveaux vraiment bas. Donc, mais l'État chinois les a aidés à atteindre un certain niveau et puis l'a cédé au privé. Et puis les privés maintenant se sont occupés de ça. Mais il faut que le gouvernement sénégalais comprenne que le gouvernement n'a pas pour vocation de créer des emplois, mais de créer les conditions de création d'emplois par les entreprises privées. Une dernière question sur l'économie. Vous l'avez même abordé au début. On voit qu'en fait, comme vous dites, depuis Senghor, on voit qu'en fait, on a l'impression qu'on rafistole, qu'on essaie, qu'on soigne. Enfin, voilà. On ne voit pas en profondeur, effectivement, et après, ça bug. Et après, il y a des problèmes. Vous n'avez pas cette impression? On a cette impression finalement. Oui, vous savez, il y a une analyse. Quand j'ai analysé la chose, moi, je me suis dit que ça revient à un problème de leadership. Parce que quand vous regardez le Sénégal au début des années 60-70, nous étions au même niveau que la Corée du Sud, Singapour, Malaisie. Mais quand vous regardez le produit intérieur brut de ces pays aujourd'hui, ils sont partis. Et nous sommes encore entraînent encore. Ce qui s'est passé, c'est que le leadership de Senghor était un leader, c'était un bon leader. Mais son problème, c'est qu'il avait une vision qui était très mauvaise. Parce que pour lui, c'était la civilisation de l'universel, c'était la culture, la francophonie.
Et il a oublié qu'en ce moment-là, les Sénégalais avaient besoin d'ingénieurs, de scientifiques, d'hommes d'affaires. C'est ça que nous avions besoin en ce moment-là. Donc il a détourné toute l'intelligentsia sénégalaise vers cette civilisation de l'universel et des sciences sociales. Bon, je ne dis pas qu'il ne devait pas, mais je pense qu'il fallait quand même faire une bonne modulation de la chose. Bon, vous venez dans le leadership d'Abdou Diouf. Ce qui s'est passé, c'est qu'Abdou Diouf était beaucoup plus là pour gérer le statu quo qu'il avait hérité de Senghor. Quand vous regardez devant tout le magistère d'Abdou Diouf, il n'a jamais vraiment amené une grande vision de la chose. Il ne l'a pas. Donc il a géré le statu quo. Et puis, ajouté à cela, il y avait les problèmes d'ajustement structurel, tout ça qui se sont greffés à ça. Donc, on est encore tombé un peu plus bas. Et vient maintenant le leadership d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, il faut reconnaître que c'est un leader. Pourquoi je dis que c'est un leader? Parce que le leader a pour vocation de vraiment amener des idées qui peuvent être folles, des idées qui peuvent être bien, mais des idées. Maintenant, c'est à l'entourage du président maintenant de pouvoir synthétiser ces idées et puis voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable et puis exécuter ça. Le problème d'Abdoulaye Wade, c'est qu'il n'avait pas autour de lui de bons managers qui étaient capables de reprendre ces idées, de les synthétiser et puis d'être vraiment candide avec lui pour lui dire que voilà, monsieur le président, ça peut marcher et ça ne peut pas marcher et l'exécuter comme il le faut. C'est ça qui a fait défaut à Abdoulaye Wade. Et maintenant, nous avons Macky Sall qui vient. Bon, là, on ne sait même plus où on en est. Sinon que c'est une navigation à vue. Donc, c'est ça le problème du Sénégal, en fait, de 1960 à aujourd'hui. Et je pense que nous, ce que nous avons à dissoudre, ce que nous voulons, c'est amener un nouveau type de leadership qu'on appelle le leadership transformationnel. Ce leadership transformationnel consiste à prendre le Sénégal dans un état A, ou vraiment de paupérisation, et puis l'amener à un état B, de pays à revenu intermédiaire. Maintenant, c'est tout ce processus qu'on appelle le leadership transformationnel, qui regroupe un ensemble de méthodologies et de politiques et de démarches pour pouvoir arriver à cet état. C'est ce que nous proposons aux Sénégalais aujourd'hui. Disso amène ce qu'on appelle le leadership transformationnel. Leadership transformationnel, Disso, est-ce que les Sénégalais sont prêts à vous comprendre? Comment allez-vous passer en tout cas faire pour vous faire comprendre par les Sénégalais? Parce que ce ne sera pas facile finalement. Ça ne sera pas facile. Comment faire comprendre par les Sénégalais? Nous remercions le bon Dieu de nous avoir permis quand même de descendre sur le terrain et que Dieu merci aujourd'hui, par exemple, si vous prenez Disso qui a été créé il y a un an de cela, aujourd'hui avec les élections locales, bien que nous n'avons eu que quelques mois, 3 ou 4 mois à préparer ces élections locales, nous en sommes sortis avec une vingtaine de conseils. Donc je pense que quand même nous sommes très bien. Et puis nous ne sommes pas partis en coalition, nous sommes partis seuls. C'était pour tester notre implantation dans le pays. Donc je pense que nous avons quand même, il y a une progression qui est en train de se faire. Bon, ça prendra le temps que ça prendra, mais quand même nous sommes en train d'approcher pour pouvoir vraiment attaquer le leadership de Macky Sall et puis le remplacer par un leadership transformationnel qui sera au service du peuple sénégalais. Moi, je vais finir sur une question. On parle beaucoup de vote parfois ethnique, de vote régional, de beaucoup de considérations pour être président. Est-ce que vous penserez que par rapport à Disso, toutes ces considérations ont été prises en compte finalement? Vous savez, le Sénégal aujourd'hui est arrivé à un état où vraiment les gagnants du Sénégal bien beaucoup. Je pense que cet aspect éthique, on ne peut pas enlever ça, c'est un facteur qui est là. Mais je pense que c'est un facteur qui n'est pas au niveau où vraiment on le pense. Je pense que les Sénégalais aujourd'hui ont besoin de quelqu'un qui est à mesure d'améliorer leur qualité de vie. Quelqu'un qui est à mesure de parachever cette démocratie et quelqu'un qui est à mesure vraiment de proposer un nouveau projet de société en tenant compte de nos valeurs sociales et quelqu'un qui est en mesure de protéger ce pays. C'est ce que les Sénégalais ont besoin. Donc cette personne, il peut être Wolof, il peut être Mandiak, il peut être Baïnoun. Ce qui importe, c'est qu'il soit en mesure d'offrir ça aux Sénégalais. Et ça, nous pensons que Disso là, et puis si le moment venu, le peuple sénégalais ne tiendra pas compte de mon ethnie ou l'ethnie de quelqu'un d'autre. Ils voteront en fonction de ce programme. J'ai toujours envie de continuer avec vous, malheureusement c'est le temps va pousser. Mais une dernière question qui d'ailleurs qui va en corrélation avec cette question-là. Parfois on a l'impression que les gens
ne comprennent pas beaucoup, les gens qui ont des idées. Ça s'est passé avec un peu, entre guillemets, chez Ante Diop, des gens qui ont beaucoup de vision, comme vous dites, vous parlez de vision, mais qui ne sont pas compris par les Sénégalais. Vous n'avez pas peur par rapport, sans insulter l'intelligence des Sénégalais, est-ce que notre éducation, notre lecture, notre vision nous permet de comprendre des gens qui ont d'autres idées et d'autres manières de voir, différentes en tout cas de ce qu'on a aujourd'hui? C'est vrai, ça prend du temps, de la patience, de l'humilité, de la compréhension. Et je pense que je me dois d'avoir ça vis-à-vis du peuple sénégalais, parce que si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce au peuple sénégalais. C'est grâce aux contribuables du Bawol, du Foni, du Fouladou, que j'ai pu étudier et arriver là où je suis. Donc je pense qu'aujourd'hui, en voulant leur rendre cette monnaie-là, je me dois d'être humble et compréhensif à leur égard. Et je pense que nous prendrons le temps que ça prendra pour pouvoir vraiment expliquer aux Sénégalais notre projet de société. Merci. Donc je vous rappelle qu'on était avec Ibnou Taïya Silla, donc président du parti Disso, donc un parti qui a à peu près, on va dire, 7 mois, 6 mois par là. Donc en tout cas qui a fait, qui continue son bonhomme de chemin. Merci d'être en tout cas venu nous voir et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.